Le cercle RH a un débat de droit, mais vous allez voir, éminemment concret pour les salariés et aussi pour les dirigeants et les RH, les congés payés et les arrêts maladie. 3 arrêts. Alors les RH qui suivent notre émission ont forcément suivi ces 3 arrêts de la Cour de cassation qui vont permettre, et on va l'éclairer, hein, je l'utilise avec des mots de béotien, eh bien d'accumuler des jours de congés, même lorsqu'on est en arrêt maladie. Et je pense évidemment aux arrêts longue durée pour des salariés qui sont sur des arrêts longs, 6 mois, 1 an. Et ça suscite un vif débat chez les partenaires sociaux. Éric Chevet, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vice-président de la CPME, les petites et moyennes entreprises. Vous êtes monté au créneau, vous et votre organisation, pour dénoncer ces arrêts de la Cour de casse. On va vous entendre dans quelques instants. Et puis une juriste avec nous, Justine Corré. Bonjour Justine, ravie de vous retrouver, avocate en droit social, cabinet Ayache. Je commence d'abord par les partenaires sociaux, parce qu'on va avoir l'éclairage du droit, évidemment, mais l'idée, et je parle sous le contrôle d'une avocate, c'est évidemment toujours de s'aligner selon les règles européennes. Alors, vous êtes monté au rideau, excusez-moi de le dire comme ça, en disant mais c'est absolument incroyable d'avoir des congés payés alors qu'on est en arrêt maladie. Et en même temps, l'Europe dit c'est la règle. Oui, alors c'est la règle, mais c'est aussi le droit français qui est sur le sujet, le droit social français qui est sur le sujet très, très généreux, on va le dire comme ça, qui fait qu'on a l'habitude, malheureusement, nous, d'accumuler des droits, alors même qu'on n'est pas exposé au risque ou on ne cotise pas, enfin aussi. Et donc là, c'est exactement ça qui se produit, c'est-à-dire qu'on n'est pas au travail et pourtant on accumule quand même des congés. Et il y a des précédents. Je pense par exemple à la question effectivement de l'activité partielle qu'on a connue pendant la Covid. On avait aussi des accumulations de droits à congés pendant les congés. Vous vous souvenez des problématiques que ça posait en sortie de Covid? Mais oui, mais c'est pas possible. Il y a une dette sociale là. Comment on fait pour la payer? Il faut écluser ces jours. Eh bien, c'est exactement le même modèle qui se reproduit là, mais alors évidemment explosé sur le plan de l'impact, puisque nous avons maintenant cet arrêt qui nous dit, au bout de 3 ans d'inaptitude, enfin pas d'inaptitude, non, d'arrêt maladie. Oui, parce que justement, vous n'êtes pas en inaptitude, c'est ça le problème. Eh bien, vous accumulez des droits et donc vous arrivez, quand vous reprenez le travail, vous commencez avec 4 mois de congé. C'est ça, puisque si la règle aurait 5 semaines de congés payés, 6 parfois, fois 3 le nombre d'années, on démarre derrière avec 4 mois de vacances. Maître, parce que là c'est le droit, on s'aligne bien à travers ces 3 arrêts de la Cour de casse au droit de l'Union européenne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une décision qui a été prise au sein de l'Union où d'autres pays pratiquent déjà cette règle et on se rallie à la règle majoritaire? Alors, vous avez raison, la racine historique de ces décisions de la Cour de cassation, parce qu'il y en a 3 sur le sujet, c'est le droit européen, mais un droit européen qui s'est construit par strates successives sur ce sujet-là. Très brièvement, on a d'abord eu une directive de 2003 qui venait dire que tout salarié, par sa nature même de travailleur, avait droit chaque année à 4 semaines de congés payés, peu importe qu'il travaille ou non. Ça, sur le plan européen. Sur le plan européen, directive européenne. Alors que nous, c'est 5 semaines de congés payés, faut-il le rappeler. Directive européenne qui n'avait pas d'effet direct tant qu'elle n'était pas transposée. Et la Cour de justice de l'Union européenne est venue dire, ce droit, elle est venue dire expressément, ce droit ne peut pas être conditionné à l'exercice d'un travail effectif. C'est un droit absolu, lié à la qualité de travailleur. Sauf que, toujours de par cette absence d'effet direct de la directive qui n'était pas transposée, un salarié ne pouvait pas l'invoquer dans un litige contre son employeur en France. Donc le sujet ne venait pas jusqu'à nous. Et puis, nouvelle offensive de la Cour de justice de l'Union européenne en 2018 cette fois, qui est venue dire, cette fois sur la base de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et qui est venue dire l'article de cette charte, 31-2, qui prévoit un droit pareil à l'acquisition de congés payés liés à la qualité de salarié. Ce droit est d'effet direct. Et j'invite tous les juges nationaux à écarter une disposition nationale qui serait contraire à cela. D'accord. Et c'est là-dessus qu'a pris appui la Cour de cassation pour rendre ces décisions qui viennent, certes, aligner le droit français sur le droit européen, mais bouleverser l'équilibre financier des entreprises. Juste, quels sont les recours? Parce qu'on voit que la Cour de casse, c'est la dernière juridiction, la juridiction ultime. Après, il y a les cours européennes, mais quelles sont les marges de manœuvre que vous, chef d'entreprise et représentant de la CPME, vous n'avez pas d'autre choix que d'appliquer cette règle, nous sommes d'accord? Mais bien sûr, de toute façon, les tribunaux nous la feront appliquer de toute façon. Donc nous avons pour le moment un risque, un passif social à enregistrer dans nos entreprises. Donc ça a des conséquences immédiates au 31 décembre, là, puisque les entreprises vont devoir enregistrer dans leur compte le passif social correspondant.
si jamais ils sont exposés, correspondant à cette nouveauté. Ce qui fait que, d'ores et déjà, il y a des entreprises qui vont se retrouver, par exemple, en négatif et qui vont avoir du mal à renégocier des prêts bancaires, etc. Ça impacte le bilan. Mais oui, ça impacte le bilan, effectivement. Et donc, dès maintenant, on parle d'un passif social sur l'ensemble des entreprises françaises de l'ordre de 2,5 milliards d'euros. Donc, quand on accumule tous les jours de congés à prendre avec les salariés en arrêt maladie, ça fait 2,5 milliards. Les premiers chiffres semblent dire ça. Je sais qu'il y a des groupes qui sont en train d'évaluer pour la fin de l'année leur passif social concernant ça. Donc c'est absolument énorme, effectivement. Et donc nous, la première réaction à la CPME, quand on a vu arriver cet arrêt, on s'est dit, bon, alors, et c'est une directive européenne, il va falloir revenir dessus. Il y a des sujets en cours en ce moment, il y a des élections européennes bientôt. Peut-être qu'on va trouver du soutien quelque part pour lutter contre ça. Or, on s'aperçoit qu'il n'y aura pas de soutien au niveau européen. C'est juste une porte fermée, tout simplement pour la raison suivante, c'est que le droit social français est très, très, très généreux, beaucoup plus que chez nos collègues européens. Donc nous sommes piégés. Nous sommes piégés parce que c'est dans notre droit, effectivement, qu'on accorde terriblement de congés et de facilité. Mais juste mettre un mot, parce que ceux qui nous regardent, les RH sont au courant, mais comment on a des salariés parce que ça ouvre le débat des arrêts maladie, comment on peut avoir des salariés qui cumulent 1 an, 2 ans, 3 ans d'arrêt maladie en pouvant... C'est extrêmement fréquent. Non mais éclairez-nous, parce qu'on a tous les arrêts de 2-3 jours avec les carences. Bon là on s'arrête une semaine. Mais des arrêts si longs? Alors des arrêts de 3 ans c'est peut-être un petit peu plus rare, mais des arrêts d'1 an, ça arrive fréquemment. Et effectivement, un salarié qui serait absent 1 an, en sortie d'arrêt de travail, aura droit à ces 5 semaines de congés payés comptabilisés. Avant ces décisions de septembre, c'était pas le cas. Il reprenait le travail, il n'avait pas accumulé ses droits à la vacances. Le principe du Code du travail français avant ces arrêts, le Code du travail dit l'acquisition de congés payés est la contrepartie d'un travail effectif. Ce qui veut dire sans travail effectif, pas d'acquisition de droit à congé, donc en arrêt maladie, il n'y en a pas, sauf petite nuance. C'est ce que conteste la CPME. En arrêt maladie professionnelle, parce qu'il y a une petite exception. Alors j'allais y venir. Code, qui disait à ce moment-là qu'en arrêt maladie professionnelle, on pouvait acquérir des congés payés dans une limite d'un arrêt d'1 an ininterrompu. Alors ça c'est passionnant, parce qu'on voyait bien le débat de droit, c'est-à-dire j'ai été victime, moi, d'un accident du travail qui provoque un arrêt maladie long, et dans ce cas-là, les congés payés s'appliquaient. De fait, c'était dans le cas d'arrêt maladie... Jusqu'à 1 an. Oui, jusqu'à 1 an ininterrompu. Ininterrompu. Cas fréquent ou cas peu fréquent? Ça arrive, ça. 1 an ininterrompu en accident du travail, ça arrive. Ça arrive. Mais accident du travail, non, mais en revanche, des maladies, ça arrive. Oui, les maladies, ça arrive. Sans remettre en question la durée de ces arrêts maladie, parce que si un médecin donne des arrêts longs, c'est que la personne sort d'une grave maladie, c'est qu'elle a besoin de se ressourcer. En principe, c'est... En principe. Non, je voulais vous faire dire, je vous vois sourire. Non, en principe, non, mais mettons les pieds dans le plat. Non, mais je ne suis pas là pour donner une opinion personnelle, mais d'avocate pour le moins. En tout cas, factuellement, en principe, l'arrêt de travail est censé répondre à une vraie maladie. Maintenant, en pratique, on voit très fréquemment, en tant que conseil d'employeur, ça arrive très souvent qu'on voit des arrêts maladie qui ne sont pas forcément d'une durée qui correspond à l'infection. C'est ça. Et qu'est-ce que vous en pensez côté CPME? J'ai écouté Bruno Le Maire il y a quelques mois, j'étais présent sur scène, 16 milliards d'euros le coût des arrêts maladie pour la collectivité. C'est là que... C'est un sujet quand même. C'est un sujet. Alors on a eu très peur parce que pendant un moment, pendant tout l'été, il y a eu un feuilleton là-dessus pour savoir si oui ou non on allait taxer ou pas les entreprises de façon supplémentaire sur le sujet. Et puis, à force de creuser un petit peu, on s'est aperçu que ce ne sont pas les arrêts courts qui augmentent, mais plutôt les arrêts longs de plus de 7 jours. Ce qui fait que la franchise qu'on accorderait au début n'a pas d'impact sur les arrêts de plus de 7 jours. Donc le problème, il est autre. Il n'est pas sur les petits arrêts qui sont des arrêts dont certains peuvent être qualifiés de confort, mais ce n'est pas ça le nœud du problème. On a un problème plus global, plus large, sur les arrêts plus longue durée. Mais les arrêts de très longue durée, ça arrive quand même très souvent. Moi, je n'ai pas une grosse entreprise, mais j'avais un salarié quand j'avais plusieurs magasins, j'en ai plus qu'un aujourd'hui, mais à l'époque, et ça m'est arrivé d'en avoir un arrêté 3 ans. Et je me dis, avec le recul, que si jamais j'avais été soumis à ce qui vient de se passer là, eh bien, probablement que la boîte aurait sauté avec le passif. C'est très clair. Donc c'est ça le risque aujourd'hui. On entend obligation de faire respecter la loi, le juge la fera appliquer, c'est ce que nous dit
la CPME, mais vous, côté avocat, vous donnez des conseils à vos clients et vous leur dites de la même manière, vous n'avez pas le choix, il faut l'appliquer. Qui peut transformer et puis qui peut changer cela? Il faut remonter lors des grands sommets européens et pour reposer le problème. Comment on fait là? On détricote ou pas? Pour moi, on ne va pas pouvoir remonter sur les grands sommets européens parce qu'on n'est même plus sur la directive, on est vraiment sur cette charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Intouchable. L'article d'applicabilité directe. Donc on a cet arrêt de la CJUE, je ne vois pas comment on peut revenir là-dessus. En revanche, aujourd'hui, le législateur va devoir nécessairement aligner le Code du travail avec cette jurisprudence. On ne va pas rester avec deux règles opposées. C'est clair. Et c'est peut-être à ce moment-là que le législateur va peut-être poser des limites à ce principe. Les deux règles, c'est quoi? Celles qui précédaient les arrêts de la Cour de casse? Alors oui, le Code du travail qui est inchangé aujourd'hui, parce qu'il n'a pas été réformé. On dit bien qu'en arrêt maladie, par la Cour de cassation, mais le texte légal n'a pas été réformé par le législateur. Voilà. Donc la loi est toujours la même, mais c'est la jurisprudence de la Cour de cassation qui est d'applicabilité directe, et un employeur qui ne la respecterait pas s'exposerait. Donc que nous sommes clairs, là au moment où nous parlons, nous appliquons les règles votées par le législateur et pas encore l'arrêt de la Cour de casse. Ah non, l'arrêt de la Cour de cassation est publié et il est applicable. Il est applicable, mais se chevauchent les deux règles, celle du législateur. Ça ne se chevauche pas, puisque la Cour de cassation va primer, sur la règle légale, en l'espèce. Côté CPME, sur cette question des arrêts maladie, parce que la vraie question aussi, c'est que les pouvoirs publics vont dire qu'il faut limiter les arrêts maladie longs. Enfin, allons au bout de l'histoire. Oui, et moi je pense que ça va tendre terriblement la relation sociale aujourd'hui, parce que effectivement, du côté des employeurs, quand il s'agit de discuter, nous, avec les partenaires sociaux, c'est clair que maintenant, compte tenu de ces nouveaux dispositifs, on y regardera 2 fois avant d'accorder le moindre droit supplémentaire. Et même pire que ça, on va rentrer en négociation en exigeant la diminution des droits, parce que ce sont nos entreprises qui sont en jeu, c'est leur survie qui est en jeu derrière. Donc évidemment, on va rentrer de façon beaucoup plus âpre dans les négociations aujourd'hui. Alors vous n'avez pas la main sur les médecins qui signent les arrêts maladie, parce que tout ça est quand même suivi par la Sécu. J'imagine qu'il y a des médecins de la Sécu qui... Alors, il y a des contrôles qu'on peut... et puis qui sont renforcés, là, la possibilité pour les employeurs de renforcer les contrôles, mais enfin bon. Et qui sont toujours très longs à mettre en œuvre. Oui, c'est très compliqué. Donc ça veut dire, au moment où nous parlons, pour conclure, le droit s'applique, et c'est le droit de la Cour de cassation qui s'applique. Juste avant de nous quitter, quand même, cette question de l'arrêt de travail, j'y reviens. Vous dites, on va être plus sévère. Est-ce que vous avez le sentiment, avant de nous quitter, que les effets Covid, on voit des études qui montrent la santé mentale des collaborateurs qui se dégradent, des jeunes de plus en plus... Et ça, ce sont des durées, en général, d'arrêt maladie longs. Vous le ressentez, ça ? Oui, enfin bon, je pense qu'il y a une impression un peu collective qui est peut-être un peu comme ça, mais quand on est individuellement dans les entreprises, c'est quand même pas à ce niveau-là. Enfin bon, alors ceux qui sont confrontés directement à un salarié en longue maladie, c'est clair que lui, il est focus. Et je le dis, c'est la première fois, je le disais tout à l'heure, c'est la première fois qu'à la CPME, ou quasiment, on a des appels directs d'entreprises sur le territoire, à la CPME nationale. Hein. Ils passent même pas par le niveau local. Ils tirent la sonnette, là. Ah oui, ils sont en panique. Ils sont en panique. Il y a des entreprises qui vont sauter à cause de cet arrêt. Vous confirmez ça, maître? Parce que là, on voit le coût de 2,5 milliards, il faut le rappeler. Bien sûr. Mais là, très concrètement, les employeurs doivent modifier leur paramétrage de paie, ils doivent modifier leur logiciel pour prendre en compte ça pour l'avenir. Et puis pour le passé, faire du cas par cas, parce qu'une petite société, est-ce qu'elle a intérêt à régulariser alors qu'elle met en péril l'emploi existant? Alors attendez, la question qui va se poser à la PME, qui a une trésor un peu limitée, c'est je paye les vacances ou je paye pas les vacances? Exactement. Donc c'est-à-dire, si je paye pas les vacances, sur l'avenir, elle n'a plus le choix. Le juge lui dira, mais vous êtes redevable de cette somme. Bien sûr. Quel est son intérêt, elle, de ne pas le faire? Elle le fera, mais je pense que c'est au cas par cas. Et une petite société, si elle est vraiment confrontée à une situation financière extrêmement délicate, est-ce qu'elle va être proactive ou attendre qu'un contentieux survienne? Chaque employeur. Donc elle peut gagner 1 ou 2 années, le temps que la décision de justice, et refaire de la trésor. C'est-à-dire, elles en sont, ces entreprises, certaines d'entre elles, à calculer les 5 ou 10 semaines de congés payés pour les... C'est ça, en fait. C'est ça, oui, tout à fait. Oui. On évalue effectivement combien ça représente. Au moment où on aura à décaisser, on les provisionne dans les comptes. Et vous remarquerez, au-delà de l'intérêt que Bismarck porte à ce sujet, et Smart Job, c'est un sujet qui est très peu médiatisé. C'est un peu spécialisé, c'est vrai. Non, mais peu de gens parlent. Et pourtant, vous nous décrivez des inquiétudes allant jusqu'à la fermeture de l'entreprise. C'est quand même pas un moindre sujet. Le seul conseil que vous donnez à vos clients, c'est refaites bien le logiciel de paye. Vous trompez pas au moment où vous calculez les congés. Et faites un audit financier des congés passés.
Donc, il n'y a pas beaucoup d'issues possibles à ce débat. Il y a peu d'issues, sauf à ce que le législateur prennent ça en main. Prennent ça en main, exactement. Merci de nous avoir éclairé sur un sujet qui est pointu, mais qui est extrêmement concernant pour tous les dirigeants de PME, et pas seulement pour tous les dirigeants. La règle va s'appliquer, et elle s'applique depuis le mois de septembre, depuis que les arrêts... exactement. Merci Éric Chevet d'être venu nous rendre visite, vice-président de la CPME, et merci Justine Corré, cabinet Ayache et spécialiste, vous l'aurez compris, en droit social. On termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi, et j'accueille mon invité.